maintenant, c'est l'heure de notre troisième présentation, 3 sur 4. Nous allons accueillir Jean-Philippe Burel, qui a un baccalauréat en mathématiques à l'université de Sherbrooke, un doctorat en mathématiques à l'université du Maryland aux États-Unis, complété en 2017, et qui est aujourd'hui un postdoc à l'Institut des hautes études scientifiques en France. Je m'excuse, je fais tout ton CV. Et qui est aujourd'hui professeur de mathématiques à l'université de Sherbrooke depuis 2019. J'avais vraiment... Oui, s'il vous plaît, allez-y, laissez libre cours. Parfait. J'avais vraiment hâte d'entendre cette présentation, puisque aujourd'hui, Jean-Philippe va nous parler du nombre d'or, démystifier le nombre d'or. Jean-Philippe, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, pour commencer rapidement, avez-vous déjà lu le livre Da Vinci Code ou vu le film associé? Peut-être à main levée. Hein? Donc, c'est sorti dans les années 2000. Je me demandais, vous êtes peut-être trop jeune, mais non, ça va, c'est assez populaire. Je pense que c'est à cause de ce livre-là que le nombre d'or est rentré, entre autres, dans la culture populaire. Donc, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu, dans le livre, il y a toute une intrigue associée avec quelqu'un qui s'est fait assassiner, puis il y a un code autour du cadavre. Puis, le professeur Langdon, qui est un spécialiste en symboles, se fait appeler pour décoder le message et résoudre le meurtre. Puis, entre autres, dans le message, il y a des nombres 1, 2, 3, 5, 8, 13, les nombres de la suite de Fibonacci. Puis, le professeur Langdon se remémore avoir parlé de la suite de Fibonacci puis du nombre d'or à ses étudiants. Puis, dans ce livre-là, il parle à ses étudiants aussi de plein d'endroits dans la nature et dans les arts où est-ce que ce nombre un peu magique-là apparaît. Donc, la présentation, dans le fond, ça va être essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de pas vrai là-dedans, puis est-ce que c'est si mystique que ça, finalement, le nombre d'or. Donc, le nombre d'or, ce que c'est, c'est un nombre, OK? Souvent noté par la lettre grecque phi. Ça s'appelle aussi la proportion divine, ce qui fait que le monde aime bien mettre des noms fancy pour que ça ait l'air encore plus mystique. C'est juste 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. OK? C'est tout. En décimale, 1.618, 033, blablabla, c'est un nombre irrationnel, fait qu'il y a une infinité de décimales après les 3 petits points, ça se répète jamais. On peut l'approximer aussi proche qu'on veut, mais on peut jamais savoir, on pourra jamais le mesurer exactement, autre qu'en écrivant la formule 1 plus racine de 5 sur 2, justement. C'est quoi le lien entre la suite de Fibonacci puis le nombre d'or? Bon, déjà, la suite de Fibonacci, qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que la plupart de vous le savez déjà. On commence avec 2, 1, puis pour produire le prochain nombre, on additionne les 2 derniers qu'on a faits. 1 plus 1, ça fait 2, 1 plus 2, ça fait 3, 2 plus 3, ça fait 5, 3 plus 5, ça fait 8, etc. 13, 21, 34, 55, 89. Gardez-les en mémoire si vous avez une bonne mémoire. Ces nombres-là vont revenir pendant la présentation. C'est quoi le lien avec le nombre d'or? C'est que quand on prend le ratio entre 2 nombres de Fibonacci consécutifs, par exemple, 3 divisé par 2, ça fait 1.5, 5 divisé par 3, 1.666, plus qu'on va loin dans la suite, plus que le ratio se rapproche de 1.618, 0, blablabla. Déjà, à 89 sur 55, on est vraiment proche. Quand on voit le nombre d'or ou la suite de Fibonacci dans la culture populaire, on voit toujours une spirale. Okay? Tout le monde met des spirales sur tout. D'où est-ce qu'elle vient, la spirale? C'est une façon d'illustrer la suite de Fibonacci, en fait. Si on commence avec un petit carré 1 par 1, puis on met un autre carré 1 par 1 à côté, on se rappelle, notre suite de Fibonacci commence avec 1, 1. Puis après, c'est 2. On peut mettre un carré 2 par 2 à côté de ces 2 carrés-là, puis il fit à côté du rectangle. Puis après ça, on peut mettre un carré 1, 2, 3, 3 par 3, 5 par 5, 8 par 8, ainsi de suite, puis ça fit pour faire une spirale de carrés. Donc, c'est de là que la spirale vient. Puis chaque carré, à mesure qu'on construit cette spirale-là, va être à peu près phi fois plus grand que le carré précédent, vu que le ratio entre 2 nombres de Fibonacci consécutifs se rapproche de 1.618. Puis après ça, la spirale, c'est juste une façon de relier les points qu'on a créés avec ces carrés-là avec des arcs de cercle. Puis ça s'approche de ce qu'on appelle une spirale logarithmique, où est-ce que chaque quart de cercle est à peu près phi plus grand que l'ancien, que le précédent qu'on a créé. Donc, quand on cherche sur Google nombre d'or, suite de Fibonacci, on trouve des images comme ça. La Mona Lisa avec 1 pour 1.618 avec une spirale dessus qui commence sur son nez. Une spirale qui est la queue d'un caméléon dans National Geographic qui parle du nombre d'or et de la suite de Fibonacci.
Une spirale placée sur un tournesol avec des graines, ça n'a pas de l'air de particulièrement bien fitter, mais est-ce que ça devrait fitter ou non, je ne sais pas. Un chien en position un peu awkward, avec une spirale de Fibonacci par-dessus, on peut vraiment trouver n'importe quoi. Le monde aime ça, mettre des spirales sur des dessins. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans? C'est ce qu'on va essayer de voir. Dans le livre Da Vinci Code, le premier exemple que le professeur donne à ses étudiants, le professeur Langdon, parle des abeilles. Il dit, si dans une ruche, on compte le nombre d'abeilles femelles, puis on divise ça par le nombre d'abeilles mâles, ça va faire à peu près 1,618. Wow! C'est complètement faux. En fait, dans une ruche, il y a à peu près 95% des abeilles qui sont des femelles. Donc, le ratio, c'est plus comme 19 pour 1, vraiment loin d'être 1,618 pour 1. Par contre, je pense que l'auteur, Dan Brown, avait entendu parler des abeilles puis du nombre d'or. C'est juste qu'il l'a mal raconté dans son livre. Les abeilles mâles ont un seul parent, qui est leur mère. Parce que les œufs non fécondés d'abeilles font toujours des abeilles mâles, tandis que les œufs fécondés font des abeilles femelles. Fait que si on regarde, donc les abeilles femelles ont deux parents, mais les abeilles mâles ont un seul parent, ça fait que les abeilles ont un arbre généalogique un peu fucké. Au lieu d'avoir 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents comme nous, si on regarde une abeille mâle, elle a un parent qui a, après ça, 2 grands-parents, et après ça, 3 arrière-grands-parents, parce que sa grand-mère a 2 parents, mais son grand-père a juste une mère. Puis à la génération suivante, il y en a 5, puis vous me voyez venir, c'est toujours les mêmes chiffres, 1, 2, 3, 5. Si on regarde les ancêtres d'une abeille, ça suit les nombres de Fibonacci au lieu d'être les exponentielles de 2. Puis, donc, on peut retrouver le nombre d'or en divisant le nombre d'abeilles dans une génération par la suivante, parmi les ancêtres d'une abeille. C'était peut-être trop long à expliquer dans le livre Da Vinci Code, fait qu'il ne l'a pas expliqué comme ça. Un autre exemple qu'il donne, c'est, il dit, si vous mesurez de votre tête jusqu'à vos pieds, puis vous divisez par de votre nombril jusqu'à vos pieds, ça fait le nombre d'or. Ça, il n'y a pas vraiment de raison de penser que c'est vrai. Si je l'ai fait pour moi-même, ça donne à peu près 1,5. Pour d'autres personnes, ça donne 1,7. Pour d'autres personnes, ça donne 1,6. Il n'y a pas de raison de penser que la moyenne, c'est le nombre d'or. Il n'y a pas non plus de raison qu'ils apparaissent là. C'est juste... je pense que je sais quand même pourquoi l'auteur du livre a décidé de mettre ça là. C'est parce qu'il y a un architecte qui s'appelle Le Corbusier qui a créé un système qu'il utilise dans ses œuvres d'architecture qui s'appelle le système modulaire, qui est illustré ici, où est-ce qu'il y a un bonhomme idéalisé. Okay? C'est lui qui a fait le dessin, puis il a décidé que le bonhomme mesurait 6 pieds, la hauteur idéale, on est d'accord, madame? Et son nombril est à exactement 3,707 pieds du sol, ce qui fait que le ratio est exactement 1,618. Mais il l'a designé comme ça. Lui, c'était son bonhomme que lui-même a dessiné pour être comme ça. Puis selon lui, c'était les proportions idéales, puis il désigne ses bâtiments en lien avec ces proportions-là. Donc, par exemple, un bâtiment avec une largeur phi fois plus grande que sa hauteur peut avoir été créé par Monsieur Le Corbusier, mais c'était par exprès, c'était parce que lui, il aimait le nombre d'or. Dans la nature, maintenant, où est-ce qu'on retrouve le nombre d'or? Entre autres, dans la croissance des végétaux. Ici, on a une cocotte. Dans la structure d'une cocotte, on voit des spirales. Il y a des spirales vers la droite, puis des spirales vers la gauche. On va compter les spirales ensemble. Okay? Si on compte les spirales qui vont vers la gauche, oh, c'est quand même petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 spirales vers la gauche, si vous avez réussi à compter avec moi, qui est un des nombres de Fibonacci. Et les spirales dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le nombre de Fibonacci précédent. Fait que si on divise les deux ensemble, le nombre de Fibonacci 13 par 8, ça fait à peu près le nombre d'or. Ce n'est pas un hasard. Il y a d'autres exemples. Par exemple, ici, le fameux tournesol qu'il y avait dans l'intro avec la spirale dessus. On peut voir des spirales aussi qui vont vers la droite puis vers la gauche dans le tournesol. J'ai compté dans un sens, puis j'ai obtenu 55. Je n'ai pas été assez patient pour compter celle dans l'autre sens, mais ça doit donner à peu près 89. Puis, il y a une raison pour ça. Dans le fond, il y a plusieurs principes mathématiques qui font que le nombre d'or est un peu forcé d'apparaître à certains endroits. C'est pas mystérieux. Si je suis une plante, puis que je fais pousser une feuille dans un sens, puis après ça, je tourne pour faire pousser la prochaine feuille, après ça, je tourne pour faire pousser la prochaine feuille. Si je fais une feuille à chaque tiers de tour, ce qui arrive, c'est que
après 3 feuilles, ben, je fais une feuille par-dessus la première. Puis là, ben, elle est à l'ombre, puis elle n'est pas contente, parce qu'elle veut avoir du soleil. Puis là, je continue de faire des feuilles par-dessus celles que j'ai déjà faites. Une solution à ce problème-là, c'est de faire des feuilles qui sont à un angle de 1 sur phi, qui fait à peu près 137,5 degrés. Si je fais une feuille à toutes les 137,5 degrés, ce qui arrive, c'est que mes feuilles se superposent le moins possible. La raison pour ça, c'est parce que, ben déjà, phi, c'est un nombre irrationnel, fait qu'il n'y aura jamais une feuille exactement par-dessus la précédente, mais aussi, c'est comme, OK, il y a une façon de quantifier à quel point un nombre est irrationnel, puis phi, c'est le nombre le plus irrationnel. Fait que c'est la meilleure façon de placer ces feuilles pour qu'ils ne soient jamais trop superposés avant un vraiment long nombre de tours. Puis, si vous trouvez des plantes qui sont simples comme ça, avec une tige puis des feuilles qui poussent autour, il y a bien des chances qu'en mesurant l'angle, ce soit à peu près 137,5 degrés. Il y a des plantes qui utilisent ce truc-là pour vrai. Un autre modèle ici, ça ressemble beaucoup à mes graines de tournesol de tout à l'heure. C'est encore des points qui sont placés à 137,5 degrés les uns des autres, en les éloignant de plus en plus du centre. Puis les graines, les graines, leur principe, c'est pas d'avoir le plus de soleil possible quand ils se créent, mais ils partent du milieu. Puis le fait qu'ils veuillent maximiser l'espace, c'est ça qui force la configuration en spirale comme ça, avec des spirales qu'on pourrait compter vers la gauche puis vers la droite, avec des nombres de Fibonacci, puis le nombre d'or encore qui apparaît dans ce dessin-là et dans le tournesol de tout à l'heure. Pour revenir à la spirale au départ, comme je disais, c'est une spirale qu'on appelle une spirale dorée. Dans la nature, il y a beaucoup de spirales logarithmiques. Une spirale logarithmique, ça veut juste dire que la spirale se ressemble elle-même, que si je zoome sur la spirale c'est encore la même spirale. Ou bien si je dézoome, c'est aussi encore la même spirale. Quand on parle du nombre d'or, on voit souvent justement comme des spirales, des coquillages, des escargots, des galaxies, des ouragans. C'est toutes des spirales logarithmiques. Fait que c'est vrai que ces spirales-là ont une croissance exponentielle. Par contre, la plupart, ce n'est pas des spirales dorées. Okay? J'ai compté de combien, à chaque 90 degrés, une spirale dorée, c'est censé croître par le nombre d'or 1,6. Pour le coquillage-là, j'ai obtenu à peu près 1,4. Pour l'ouragan, j'ai obtenu à peu près 1,2. Fait que ça ne ressemble pas beaucoup au nombre d'or. C'est juste des spirales logarithmiques, finalement. Donc, on devrait dire, ben, les spirales logarithmiques, c'est magique, ça apparaît partout dans la nature. Pas le nombre d'or, c'est magique, ça apparaît partout dans la nature, parce qu'il n'est pas présent dans ces exemples-là. Donc, en conclusion, si j'ai besoin que vous vous rappeliez de quelque chose de ma présentation, c'est que quand le nombre d'or apparaît quelque part, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas magique, ce n'est pas mystique. Soit c'est parce qu'il y a un principe mathématique derrière, comme dans un ananas. Si vous achetez un ananas à l'épicerie la prochaine fois, comptez le nombre de spirales dans un sens puis dans l'autre. Ça va probablement être des nombres de Fibonacci, 8, 13, quelque chose comme ça. Comme dans les abeilles, où est-ce qu'à cause du nombre de parents qu'ils ont, forcément, on obtient des nombres de Fibonacci puis le nombre d'or en divisant, ou bien parce qu'un artiste a décidé de le mettre là volontairement. C'est pas juste apparu comme par magie. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour la super présentation. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Maintenant, je pense que vous connaissez le principe. Le micro, la main. C'est à vous de choisir. Moi, s'il y en a... Oh, oui, j'en vois une au fond. Oui, excellente question. Donc, la question, c'est est-ce que les nombres de Fibonacci qui apparaissent dans la nature sont là par hasard ou par évolution? Les explications que j'ai essayé de donner, c'est pour expliquer que, justement, il y a des principes qui font que les nombres de Fibonacci sont optimaux pour certaines configurations. Donc, c'est l'évolution, en effet, plus que le hasard. En fait, l'évolution fonctionne un peu par hasard, mais par optimisation. Les graines et les feuilles qui sont placées selon les nombres de Fibonacci et le nombre d'or font des configurations plus efficaces que ceux qui ne le sont pas. Donc, ils finissent par gagner à la guerre de l'évolution. C'est eux qui transmettent leur gène. C'est ce qu'on pense, du moins. Une autre question à gauche. Ouais, au micro, ce sera parfait. Allô? Tu m'entends bien? Oui. OK. Mon cousin, dont je ne dirai pas le nom pour préserver sa dignité,
qui est dans la biodynamie, il est dans la biodynamie, donc il part de loin, m'a dit qu'une carte de crédit, si tu mesures sa longueur, sa largeur, c'est le nombre d'or, parce qu'en fait, c'est pour maximiser l'oppression sur les... Tu sais, la puissance du nombre d'or fait que ta carte de crédit, elle va avoir plus de puissance pour te garder... En fait, c'est quoi ta perspective? Est-ce que tu as déjà... J'ai jamais mesuré ma carte de crédit, donc je ne sais pas. Parce que ça existe, il y a des gens qui disent ça sur Internet, en fait. C'est possible que ce soit le nombre d'or, mais encore une fois, ce serait parce que quelqu'un a décidé de le faire comme ça. Justement. C'est possible. Oui, mais pas pour une autre raison que parce qu'il aime le nombre d'or, à mon avis. Ou que ça rentre dans une poche, quoi. Oui, exactement. OK. 8.5 par 5.35. Calculatrice. 8.5 divisé par 7.35. 1.6? C'est proche, mais encore une fois, peut-être aussi proche que nombril plancher, tête plancher. J'aurais une autre question pour toi, Jean-Philippe. Oui. C'est quoi la différence? Parce que pour moi, le nombre d'or puis les figures que tu as montrées, ça me rappelle beaucoup les fractales, qui est comme un vieux concept que j'ai vu quand j'ai été au lycée il y a vraiment longtemps. Et c'est quoi le lien? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, justement, entre le nombre d'or, les fractales, ou pas? Potentiellement, pas direct. Peut-être la notion d'autosimilarité. Les fractales, c'est le fait que quand on zoome sur une fractale, ça ressemble encore à la même chose que le total ressemblait. C'est du fini-infini. Mais encore une fois, c'est pas le nombre d'or qui a une propriété d'autosimilarité, c'est la spirale logarithmique qu'on peut faire avec n'importe quel nombre, pas juste le nombre d'or. Okay. Le ratio entre une partie de la spirale et la prochaine peut être n'importe quel nombre, pas nécessairement le nombre d'or. Oui, je vois quelqu'un au micro. Ah, attends, est-ce que vous pouvez rallumer le micro? Ouais. On m'entend? OK. Tu dis que c'est un choix des artistes s'il y a le nombre d'or. Est-ce qu'on sait si c'est un choix ou des fois, est-ce que ça peut être que c'est un nombre qui est tellement satisfaisant à travers notre propre évolution qu'on se serait mis à le reproduire sans que ce soit une décision? Est-ce qu'on sait? J'ai entendu parler de ça. J'ai essayé de chercher les études qui ont été faites, justement, de comme montrer à des gens plein de visages différents ou de formes différentes avec le nombre d'or dedans comme ratio. Puis il semblait que ce qui est important, c'est plus de revoir la même proportion à plusieurs endroits dans le dessin pour trouver ça esthétiquement plaisant. Donc si on met le nombre d'or partout, on va avoir le réflexe de trouver ça joli. Mais si on met 1.5 partout, on va aussi trouver ça joli. Ou si on met 1.3 partout, on va aussi trouver ça joli. Donc, je pense pas qu'il y a quelque chose de spécial au nombre d'or. C'est plus avoir une certaine régularité où est-ce que la proportion est toujours la même entre différentes parties d'un dessin. Ça, on trouve ça plaisant de façon esthétique. Mais j'avoue que la recherche est comme mitigée là-dessus. Donc, c'est pas peut-être, mais pas de conclusion forte au niveau des études qui ont été faites. On a le temps pour une dernière question rapide. Je vois une main levée au milieu de la salle devant. Ouais. Parle plus fort, s'il te plaît, on a du mal à t'entendre. OK. Donc, la question, c'est est-ce que, historiquement, il y aurait eu une apparition soudaine de la spirale de Fibonacci? Je n'ai pas étudié particulièrement le niveau, justement, archéologique ou anthropologique, donc je ne sais pas. Si ça existait, je serais surpris et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi, mais à ma connaissance, je ne sais pas. Non. Je n'ai pas vu ça dans mes recherches pour la présentation. Super, un grand merci, Jean-Philippe, pour ta présentation, puis super réponse aux questions. Merci beaucoup.